Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, la spectrophotométrie. Pour introduire cette capsule, nous allons observer le dessin suivant qui représente un tube à essai qui contient une solution d'un colorant bleu, le E131. Nous allons nous poser la question suivante, comment mesurer la concentration de cette solution? Pour répondre à cette question, je vous fais apparaître ce qu'on appelle une gamme étalon. Il s'agit de 4 autres tubes à essai contenant des solutions avec le même soluté, mais à des concentrations bien déterminées qui ont été mesurées. Vous voyez que la coloration varie en fonction de la concentration. Donc on peut visuellement estimer, d'après la coloration de la solution inconnue, que cette concentration est comprise, vous voyez, entre ces deux solutions-là, donc entre 6 et 8 micromoles par litre. Mais existe-t-il une méthode qui permettrait de mesurer avec une plus grande précision la concentration de la solution inconnue? Alors pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce qu'est la couleur d'une solution. Ensuite, nous allons voir un appareil qui s'appelle le spectrophotomètre qui va nous permettre justement de faire cette mesure. Et enfin, on précisera le principe du dosage par étalonnage. Comment nos yeux perçoivent-ils les couleurs des lumières? Pour expliquer ceci, je vous fais apparaître ici la représentation d'un œil avec au fond de l'œil ce qu'on appelle la rétine qui va contenir les capteurs. On distingue deux types de capteurs, les bâtonnets, représentés ici, qui vont être sensibles à l'intensité de l'onde électromagnétique. Et les cônes, avec 3 types de cônes que vous voyez ici, eux vont être sensibles à la longueur d'onde des ondes électromagnétiques. Qu'est-ce qui différencie ces 3 types de cônes? En fait, c'est le domaine de longueur d'onde pour lesquels ils auront le maximum de sensibilité. Donc les cônes bleus ont un maximum de sensibilité autour de 450 nanomètres. Les cônes verts, eux, auront un maximum de sensibilité autour de 550 nanomètres. Et les cônes rouges auront un maximum de sensibilité autour de 600 nanomètres. Ainsi, lorsque nos yeux perçoivent une onde électromagnétique de longueur d'onde autour de 450 nanomètres, qu'est-ce qui se passe? Les bâtonnets dits bleus vont être activés et notre cerveau va dire la lumière perçue est de couleur bleue. De la même façon, lorsqu'on reçoit une onde électromagnétique dont la longueur d'onde est voisine de 550 nanomètres, les cônes de couleur vert vont être activés et notre cerveau va dire la lumière perçue est de couleur verte. De la même façon, si l'on voit une onde électromagnétique de longueur d'onde autour de 600 nanomètres, les cônes de couleur rouge vont être activés et notre cerveau va dire la lumière est de couleur rouge. Ainsi, donc ces 3 couleurs qui dépendent donc de la présence de ces 3 types de cônes, donc les couleurs bleu, vert et rouge, constituent ce qu'on appelle les couleurs primaires. Comment modélise-t-on les couleurs des lumières? Donc on va utiliser ce qu'on appelle la synthèse additive. Donc, vous voyez ce schéma représente donc ici les 3 couleurs primaires correspondant aux 3 types de cônes, bleu, vert et rouge. Et là vous avez les couleurs dites secondaires. Donc lorsqu'on mélange une couleur bleue avec une couleur verte, on obtient une couleur cyan. Lorsqu'on mélange une couleur bleue avec une couleur rouge, on obtient une couleur magenta. Lorsqu'on mélange du vert et du rouge, on obtient du jaune. Et lorsqu'on mélange les 3 couleurs primaires, on obtient du blanc. Donc à partir de là, on peut définir ce qu'on appelle le modèle de la trichromie. Je vais vous le faire apparaître ici. En fait, lorsqu'on a une lumière de couleur rouge, on va pouvoir la modéliser avec ce modèle-là par un rayon de couleur rouge. Lorsqu'on a une lumière de couleur verte, on met aussi un rayon vert et bleu, voilà, une lumière bleue. Pourquoi? Parce que là, on a affaire aux 3 couleurs primaires. Maintenant, si notre cerveau perçoit une lumière de couleur jaune, en fait, là, on va pouvoir la représenter avec 2 couleurs primaires, vert et rouge, puisqu'on va appeler que le vert, les lumières vertes et rouges donnent une lumière jaune. De la même façon pour le cyan, on peut le décomposer en une lumière bleue, une lumière verte, et le magenta, une lumière bleue et une lumière rouge. Donc là, on a affaire à ce qu'on appelle les couleurs secondaires, donc jaune, cyan, magenta, et le blanc, on peut dire que c'est la présence des 3 couleurs primaires, bleu, vert et rouge. Quel est l'effet d'un filtre sur une lumière? Imaginons qu'on ait une lampe à la lumière rouge, et on interpose un filtre rouge. On voit qu'il ne se passe rien, la lumière rouge est transmise intégralement par le filtre. Maintenant, je remplace la lumière rouge par une lumière bleue. Là, le filtre va stopper intégralement, donc absorber intégralement la lumière bleue. Il ne va rien transmettre. Maintenant, j'éclaire en lumière blanche le filtre rouge. Donc la lumière blanche, je vous rappelle avec le modèle de la trichromie, on pourrait le remplacer par 3 rayons, rouge, vert, bleu. En fait, le filtre va laisser passer que la lumière rouge. Donc, le bleu et le vert vont être absorbés par le filtre. En résumé, un filtre éclairé en lumière blanche est vu de couleur rouge car il s'agit de la couleur qu'il transmet. Le reste a été absorbé. Et on va retrouver ce même principe pour une solution colorée. Prenons l'exemple cette fois-ci d'une solution
qui, éclairée en lumière blanche, nous apparaît jaune. Alors on va interpréter cette couleur, on peut dire que la lumière blanche est constituée des 3 couleurs primaires, bleu, vert et rouge. En fait, qu'est-ce qui va être transmis au passage dans cette solution de couleur jaune? Uniquement le bleu va être absorbé par la solution. Vous voyez, le trait noir ici montre que la partie bleue là, a été absorbée. Tout le reste va être transmis. Donc ça revient avec le modèle de trichromie à dire que le rouge et le vert est transmis et le bleu a été absorbé. Je vous fais apparaître le cercle de la synthèse additive. Vous voyez que si je mélange du rouge et du vert en lumière, je perçois du jaune. Et voilà, c'est ce qui se passe. Donc la lumière transmise par la cuve est de couleur jaune parce que la couleur bleue a été absorbée. Et vous voyez que ce bleu et ce jaune sont des lumières dites complémentaires parce qu'elles sont situées de part et d'autre de ce cercle. Comment utiliser le cercle chromatique? D'abord, je vous fais apparaître ce qu'on appelle le cercle de la synthèse additive, qui était celui qui nous permettait de comprendre le modèle à trichromie. Maintenant, je vais vous faire apparaître le cercle chromatique, qui va être beaucoup plus fin, qui va pouvoir distinguer différentes couleurs. Mais on retrouve en fait le même principe que le cercle de la synthèse additive. En effet, on va retrouver donc nos 3 couleurs primaires, le vert, le bleu, le rouge. Vous avez le vert ici, le bleu ici, le rouge là. Et en face, donc, les 3 couleurs complémentaires. Donc, en face du bleu, vous avez le jaune. En face du vert, vous avez le magenta. En face du rouge, vous avez le cyan. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on l'utilise. Donc, je prends mon exemple, ma cuve qui contient une solution de couleur jaune, éclairée en lumière blanche. Donc si nous, par nos yeux, on perçoit cette couleur jaune, c'est que c'est la couleur qui est transmise par la solution. Donc ici, sur cette chromatique, vous repérez la couleur jaune. Et en face, vous avez la couleur complémentaire qui est le bleu. Donc ça veut dire que le bleu, c'est la couleur qui a été absorbée par la solution. Inversement, si on vous dit la solution a absorbé le bleu, qui est la couleur qui a été transmise par la solution, en fait, c'est la couleur complémentaire, donc ce sera le jaune. Ainsi, pour résumer, une solution colorée, éclairée en lumière blanche, laisse passer la couleur transmise, c'est la couleur qui est perçue de la solution, et absorbe la couleur complémentaire à celle transmise. Comment se présente un spectrophotomètre? Pour répondre à cette question, je vous fais apparaître ici la photo justement d'un spectrophotomètre. Donc ici vous avez, vous voyez, des petites cuves qui contiennent la solution à étudier. Là, la personne va placer une de ces cuves dans le petit espace qui est là. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va fixer une longueur d'onde, c'est-à-dire là par exemple c'est 600 nanomètres. Donc l'appareil va générer une lumière, un faisceau lumineux de cette longueur d'onde, donc 600 nanomètres, et il aura calibré au préalable l'intensité lumineuse de ce rayon incident. Donc ce rayon va traverser la cuve et la solution, va ressortir, et là on va mesurer cette fois-ci l'intensité du rayon transmis par la cuve et la solution. Si la mesure de l'intensité du rayonnement est égale à celle qui était incidente, on va dire qu'il y a 100% de transmission. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la transmittance, c'est-à-dire c'est le pourcentage de ce qui a été transmis à travers la solution. Donc si on a 100%, ça veut dire que la solution n'aura rien absorbé, tout aura été transmis. Si on a 0%, inversement, tout aura été absorbé, rien n'aura été transmis. Alors nous, vous allez voir, on va plutôt travailler sur l'absorbance. C'est la troisième ligne qui apparaît ici. Et pour faire simple, l'absorbance, c'est pas rigoureusement, mais on peut dire que c'est l'inverse de la transmittance. C'est-à-dire, si on a une solution qui transmet tout, l'absorbance sera nulle. Si on a une solution qui ne transmet rien, l'absorbance sera maximale. La grandeur mesurée par un spectrophotomètre est l'absorbance que l'on notera grand A, et cette grandeur n'a pas d'unité. Alors la question qu'on va se poser à présent, c'est de quels paramètres dépend l'absorbance? En fait, on va en retenir 3. Tout d'abord, la nature de la solution, la longueur d'onde et la concentration. Pour expliquer le premier paramètre, la nature de la solution, selon avec quelle couleur est perçue notre solution, l'absorbance va être différente. Ensuite, la longueur d'onde. Pour expliquer quelle est l'influence de la longueur d'onde sur l'absorbance, imaginons qu'on étudie une solution de permanganate de potassium. C'est ce qui est marqué ici. Et alors, cette solution a une couleur rose dite magenta, lorsqu'elle est éclairée en lumière blanche. Pour obtenir ce graphe, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris donc cette solution de couleur magenta, on l'a placée dans un spectrophotomètre et on a fait varier la longueur d'onde et on a mesuré pour chaque longueur d'onde l'absorbance. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que au début, donc l'absorbance est relativement faible. Donc vous vous rappelez, ça veut dire qu'on a une grande transmittance. C'est-à-dire que tout le rayonnement incident est quasiment transmis, rien n'est absorbé. Par contre, l'absorbance va augmenter ici. Donc on aura un maximum d'absorbance pour la couleur verte. Donc là, la transmittance tend vers 0. Et après, lorsqu'on continue, là, lorsqu'on vient vers le rouge, là, c'est de nouveau comme pour le bleu, tout est transmis, rien n'est absorbé. Donc ce vert correspond à la couleur avec laquelle donc, on a le maximum d'absorbance. Donc c'est la couleur qui est absorbée par la solution.
Et vous voyez, grâce au cercle chromatique, on voit que la couleur complémentaire au vert, c'est le magenta, donc la couleur qui est absorbée est ici, et la couleur qui est transmise est ici. Donc éclairée en lumière blanche, une solution de permanganate de potassium nous apparaît de couleur magenta. Donc on appelle ça un spectre d'absorption. Le mot spectre est affecté à toute courbe dont l'abscisse est en longueur d'onde. Donc d'absorption, parce qu'ici en fait on a représenté l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, donc c'est un spectre d'absorption. Maintenant nous allons voir quelle est l'influence de la concentration sur l'absorbance. Comment varie l'absorbance en fonction de la concentration? Imaginons qu'on ait un type de solution, par exemple la solution de permanganate de potassium. On a choisi la longueur d'onde avec laquelle on va l'étudier, et donc là on va mesurer l'absorbance pour différentes concentrations en solution, par exemple de permanganate de potassium. Et donc si on représente l'absorbance mesurée en fonction de la concentration, on obtient ce type de graphique. Donc là vous avez identifié, c'est une droite qui passe par l'origine. En mathématiques on appelle ça une fonction linéaire, et donc on peut écrire que l'absorbance est égal à K fois C, ou dit autrement, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc ce sont deux scientifiques, M. Beer et M. Lambert, qui ont établi cette relation, d'où ce nom de loi de Beer-Lambert. Pour résumer, pour un type de solution donnée, lorsqu'on a fixé la longueur d'onde, l'absorbance est proportionnelle à la concentration en soluté. Comment déterminer avec précision la concentration de la solution inconnue? Alors on va réaliser ce qu'on appelle un dosage par étalonnage, qui consiste à mesurer une grandeur physique liée à la concentration. Donc ici, on va mesurer l'absorbance grâce au spectrophotomètre et ça va nous permettre de remonter à la concentration. À présent, je vais passer en revue les 4 étapes qu'il faut suivre lorsqu'on réalise un dosage par étalonnage avec un spectrophotomètre. Donc là, je vous fais apparaître la cuve qui contient notre solution de colorant E131, donc une solution qui nous apparaît bleue éclairée en lumière blanche. Première étape, on va tracer ce qu'on appelle le spectre d'absorption de la solution étudiée. Donc ici, la solution de colorant E131. Donc voilà ce qu'on obtient. On va essayer d'interpréter pourquoi on a un maximum d'absorbance dans le rouge. Pour ça, on utilise toujours pareil le cercle chromatique. Donc comme la lumière qui a été transmise ici est bleue, on peut lire ici la couleur complémentaire, c'est le rouge. Donc si le bleu est transmis lorsqu'on est éclairé en lumière blanche, c'est que la couleur rouge a été absorbée. Donc voilà comment on peut justifier ce pic d'absorbance dans le rouge. Une fois qu'on a tracé ce spectre, on va l'exploiter. En fait, on va chercher la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Donc on voit ici que c'est justement aux valeurs les plus extrêmes, ici vers 750 nanomètres. Et toutes nos mesures suivantes, on les fera à cette longueur d'onde là, cette longueur d'onde on l'appelle lambda max. Alors pourquoi ce choix? En fait, c'est une question de précision. Imaginons qu'on ait choisi comme longueur d'onde 600. Vous voyez que l'absorbance là est beaucoup moindre, à peu près on va dire 0,3 par rapport à 1,6 ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je mesure une grandeur qui vaut 1,6, je suis beaucoup plus précis. Si avec le même appareil, je mesure la même grandeur qui vaut 0,3. Donc il est préférable de mesurer quelque chose qui est grand, pour avoir plus de précision, que quelque chose qui est petit. D'où ce choix de la longueur d'onde pour laquelle on a le maximum d'absorbance. Une fois qu'on a choisi cette longueur d'onde, donc on va mesurer l'absorbance des différentes solutions de notre gamme étalon. Ces solutions, on connaît leur concentration. Donc on va relever les différentes absorbances correspondantes aux différentes concentrations connues. Une fois qu'on a fait ça, on fait le tracé de ce qu'on appelle la coétalonnage, c'est-à-dire l'absorbance de ces solutions, donc la concentration, en fonction de la concentration. C'est les points ici qui sont placés. Et ensuite, donc on va exploiter ça. Alors soit on l'exploite graphiquement, c'est-à-dire que la dernière étape va consister à mesurer l'absorbance de la solution inconnue et à partir de là, donc vous voyez ici c'est le point vert là, à partir de là, donc à peu près où l'absorbance serait de 0,95, je vais lire graphiquement la valeur de la concentration ici en abscisse. Donc environ 0,6 10-5 mol par litre, donc 6 micromoles par litre. Autre possibilité et plus précise, à partir des points correspondant à la gamme étalon, je vais modéliser, c'est-à-dire chercher la fonction linéaire qui passe au plus près de ces points. Alors pourquoi une fonction linéaire? Parce qu'on l'avait vu au préalable, il existe, d'après la loi de Beer-Lambert, une relation de proportionnalité, donc une fonction linéaire qui relie l'absorbance à la concentration. Donc par exemple, si je suis sur Excel, je vais pouvoir modéliser la droite qui passe au plus près de ces points et qui passe ici par l'origine, donc c'est une fonction linéaire. Et par exemple, là j'aurais obtenu ça, 1,55 fois 10 puissance 5 fois C. Donc à partir de la mesure de A, je peux isoler C, donc C serait égal à A que divise 1,55 10 puissance 5, et je peux calculer ainsi la concentration de ma solution inconnue. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors d'introduction. Et
qui était la suivante: comment mesurer la concentration de cette solution, sous-entendu la solution inconnue ici, à partir de ce qu'on appelle la gamme étalon, donc de solutions de même soluté mais à différentes concentrations ici. Donc la première technique, c'est la technique à vue d'œil, on va dire. C'est-à-dire que je vais comparer la coloration de notre solution ici inconnue par rapport aux différentes couleurs que j'ai là. Et on peut voir qu'à vue d'œil, c'est compris à peu près entre 6 et 8. Alors moi j'ai mis 7 en fait, au milieu. Donc on peut dire à vue d'œil, c'est 7 micromoles par litre, ou alors la valeur est comprise entre 6 et 8 micromoles par litre. Deuxième technique plus précise, celle qu'on vient d'expliciter, consiste à faire ce qu'on appelle un dosage par étalonnage à partir d'une grandeur mesurée qui est ici l'absorbance. Et grâce à ça, on l'a détaillé tout à l'heure, on peut mesurer une absorbance autour de 6,1 micromoles par litre. Donc vous voyez là j'ai une plus grande précision qu'ici. Pour conclure, le dosage spectrophotométrique permet d'obtenir une meilleure précision et donc de bien mesurer la concentration de la solution inconnue. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Sinon, ça va rendre fat. Tu vois, ça, tu ne sais pas parce que tu connais pas ça.